Des hacks pour améliorer ta santé, tu en trouves partout sur Internet. Certains sont intéressants, d'autres n'ont aucun sens et d'autres peuvent même être dangereux. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 techniques prouvées scientifiquement qui vont t'aider à améliorer ta santé. Sans plus attendre, on attaque direct. Première technique, ça va être de manger plus de protéines, déjà pour t'aider à perdre du poids, mais pas que. Parce que tu le sais effectivement, être en surpoids, en obésité, c'est des risques pour ta santé. Donc idéalement, il faudrait que tu commences à perdre du poids. La plupart des régimes que les gens font pour perdre du poids, c'est des régimes qui sont faibles en glucides ou des régimes qui sont faibles en graisse. Mais un véritable régulateur de l'appétit que tu devrais intégrer à ton alimentation, ce sont les protéines. Les protéines, on en trouve beaucoup dans les œufs, le poisson, la viande ou le tofu. Il y a beaucoup de protéines végétales également. Et ces protéines vont aider ton corps à fabriquer de la masse musculaire, mais aussi des enzymes et une grande partie de l'infrastructure globale de ton corps. Donc en consommer régulièrement est absolument vital pour ton organisme. D'ailleurs, les professeurs David Robenheimer et Steve Simpson, rien à voir avec la famille Simpson qu'on connaît bien, qui sont deux éminents universitaires australiens, avancent que le manque de protéines dans notre alimentation moderne serait un des principaux facteurs de l'épidémie d'obésité qui touche la planète. En effet, si tu ne consommes pas assez de protéines, qui a un fort pouvoir rassasiant, tu augmentes tes risques d'avoir des fringales tout au long de la journée et donc de te suralimenter par rapport à tes réels besoins. Et du coup, ton organisme inconsciemment va te pousser à manger toutes sortes de choses dans l'espoir de pouvoir absorber la dose de protéines dont il a besoin pour fonctionner correctement. En moyenne, ton alimentation devrait être constituée de 15 à 20% de protéines d'un point de vue apport énergétique global, ce qui représente environ 100 grammes de protéines pour une alimentation moyenne normale de 2000 calories à 2500 calories par jour. La deuxième technique, c'est d'apprendre à tenir en équilibre sur un pied. Et oui, c'est surprenant, mais en général, les gens, pour améliorer leur santé, comme je te le disais, vont plutôt chercher à perdre du poids. Et tu le sais sûrement, mais la perte de poids, c'est l'une des principales résolutions qu'on prend à la nouvelle année. Mais à part ça, personne ne se rend vraiment compte de l'importance de travailler sur son équilibre. Il faut savoir qu'à travers le monde, les chutes sont la deuxième cause d'accidents mortels juste après les accidents de voiture. Et si tu n'entretiens pas continuellement ton équilibre, eh bien celui-ci va se détériorer avec l'âge. Et avoir un bon équilibre, c'est un excellent indicateur de la durée et de la qualité santé de ta vie. Alors, un bon moyen de tester ton équilibre, c'est de mesurer combien de temps tu arrives à tenir sur une jambe. D'abord avec les yeux ouverts, puis ensuite avec les yeux fermés. Alors pour faire le test, il faut enlever tes chaussures parce que l'équilibre est beaucoup mieux maîtrisé quand on a les pieds en contact direct avec le sol. Tu mets tes mains au niveau des hanches et tu soulèves un pied aussi longtemps que possible. Le but du test est de rester le plus longtemps possible jusqu'à ce que le pied que tu as levé retouche le sol ou que le pied qui reste au sol bouge, c'est-à-dire que tu ne tiens plus vraiment en équilibre. Fais ce test 3 fois d'affilée et garde le meilleur temps de tes 3 tests. Et ensuite, tu répètes cet exercice les yeux fermés. Je parie que tu vas être très surpris par la vitesse à laquelle tu vas retomber. Je t'affiche actuellement à l'écran les valeurs moyennes que tu devrais viser en fonction de ton âge et il faut que tu travailles à maintenir et à respecter ces valeurs-là. La troisième technique pour améliorer ta santé, c'est de pratiquer ce qu'on appelle la respiration profonde. Dans mon cas, la respiration profonde a fait une réelle différence dans ma vie et en plus, c'est vraiment très simple à mettre en place. Par exemple, quand je me sens stressé, nerveux ou que j'ai du mal à m'endormir, je pratique un exercice de respiration connu qu'on appelle le 4-2-4. En gros, comment ça marche, c'est que j'inspire en comptant jusqu'à 4, ensuite je bloque ma respiration en comptant jusqu'à 2 et enfin j'expire en recomptant jusqu'à 4. Donc ça fait 4, 2, 4. Et je fais ça plusieurs fois d'affilée jusqu'à réussir à me recalmer. L'explication, c'est que la respiration profonde active ton système nerveux parasympathique et agit comme une sorte de frein en calmant ton corps tout entier. Parce qu'en effet, les respirations longues et profondes entraînent un ralentissement de ton rythme cardiaque et réduisent aussi ta tension artérielle, ce qui contribue à réduire l'anxiété. La respiration profonde est aussi un moyen efficace de gérer la douleur, puisqu'on sait que la douleur chronique est généralement liée au stress et l'apprentissage de la respiration contrôlée est une partie importante justement pour apprendre à gérer son stress. Quatrième technique pour améliorer ta santé, c'est de prendre des douches froides. Il y a 2 ou 3 ans de cela, j'ai commencé à prendre des douches froides tous les jours. Au début, je commençais par une douche tiède et une fois que mon corps était habitué, je baissais la température pour avoir la douche froide. Et maintenant, toutes mes douches sont froides du début à la fin. Alors déjà, ça donne un véritable coup de fouet dès le matin, mais au final, c'est bien plus bénéfique que ça. Une étude néerlandaise publiée en 2016 dans le journal PLOS ONE a recruté 3018 personnes en ligne et les a séparées aléatoirement en 2 groupes. Au premier groupe, on a demandé de prendre une douche froide tous les matins pendant un mois et à l'autre groupe, on a demandé de continuer à vivre normalement sans prendre de douche froide.
C'était le groupe témoin. Et ensuite, parmi le groupe des personnes qui prenaient des douches froides, on les a séparés en 3 sous-groupes. Un premier groupe qui devait rester que 30 secondes sous l'eau froide, le deuxième groupe 60 secondes et le troisième groupe 90 secondes. Au cours de l'hiver suivant, une épidémie de grippe s'est déclarée et il se trouve que les personnes qui avaient pris des douches froides avaient 30% de chance en moins de s'absenter pour cause de maladie comparé aux personnes qui n'avaient pas pris de douche froide. La 5e technique, c'est d'adopter un régime de type méditerranéen. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, le régime méditerranéen est intéressant parce que certaines de ses composantes, comme les poissons gras ou l'huile d'olive, ont des effets antioxydants et anti-inflammatoires qui sont aujourd'hui bien établis. Et aujourd'hui, il est de plus en plus établi que de nombreux cas d'anxiété et de dépression sont liés à une inflammation au niveau du cerveau. Et au-delà de ça, les aliments qui constituent un régime méditerranéen, donc qui sont riches en légumes et en fruits, donc une alimentation riche en fibres, vont stimuler les bonnes bactéries de ton intestin, ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Et ces bactéries, quand elles sont bien nourries, elles vont à leur tour produire des composés qui sont anti-inflammatoires pour le corps. Pour la culture, ces aliments qui ont un effet positif sur notre humeur sont appelés des psychobiotiques. D'ailleurs, dans l'une des études récentes du docteur Kirsten Berdin-Harold, qui est chercheuse au Collège-Université de Cork en Irlande, et qui fait partie justement de l'équipe à l'origine de ce terme psychobiotique. Et donc dans cette étude, elle a demandé à un groupe de volontaires de consommer ce qu'on appelle une alimentation favorable au microbiote, c'est-à-dire davantage de céréales complètes, de fruits, de légumes, mais aussi des aliments fermentés comme le kéfir, qui est une sorte de yaourt fermenté, et qui sont très riches en probiotiques. L'humeur et le microbiote de ces volontaires ont été testés au début de l'étude et à la fin de l'étude, et les changements ont été impressionnants. Non seulement leur microbiote avait changé, mais comme l'explique le docteur Kirsten, après 4 semaines seulement, ces personnes se sentaient beaucoup moins stressées et étaient de bien meilleure humeur. Les résultats préliminaires de cette étude suggèrent donc que l'adoption d'un régime alimentaire respectueux du microbiote est réellement bénéfique pour l'humeur et la santé mentale. Technique numéro 6, ça va être de manger plus de betteraves et d'ail qui sont favorables au maintien d'une tension artérielle faible. Une expérience visant à tester les affirmations selon lesquelles la betterave, l'ail et la pastèque pouvaient abaisser la tension artérielle, parce que ces 3 aliments sont censés agir en augmentant les niveaux d'oxyde nitrique dans l'organisme, ce qui a pour effet de dilater les vaisseaux sanguins et donc de faire baisser la tension artérielle. Pendant cette expérience, la pression artérielle systolique moyenne des volontaires au départ était de 133,6 mmHg et avec le régime à base de betterave, elle est descendue à 128,7 mg/Hg. Et la consommation de 2 gousses d'ail par jour a donné des résultats similaires à 129,3 mm de mercure pour la pression artérielle systolique. Tu vas me dire qu'une baisse de pression artérielle de 5 mmHg n'a pas l'air tellement énorme, mais les études suggèrent que si cette pression était maintenue à cette valeur, elle se traduirait par une réduction des risques d'accidents vasculaires cérébraux et de crise cardiaque d'environ 10%. Personnellement, j'adore l'ail et je te recommande toi aussi d'en mettre dans tes plats. Et tu devrais également remplir tes assiettes de betteraves et d'autres légumes riches en nitrates comme la roquette, les épinards, les blettes ou les brocolis. Et enfin, technique numéro 7, c'est la consommation de caféine à travers le thé ou le café. Et oui, la caféine n'a pas que des inconvénients, elle a aussi des effets bénéfiques importants sur la santé. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui expliquait les bienfaits du café et quelles sont les limites de consommation du café pour continuer à profiter de ces bienfaits. Je te mets le lien ici, tu pourras aller la regarder juste à la fin de cette vidéo. Au-delà de leur saveur envoûtante, le thé et surtout le café ont un effet stimulant parce qu'ils sont riches en caféine. D'ailleurs, la caféine est considérée comme la drogue psychoactive la plus consommée dans le monde. Quand elle est pure, elle se présente sous une forme de fine poudre blanche et cristalline et à la base, elle est produite par les plantes pour se protéger des attaques des insectes. Et donc, non seulement le thé et le café donnent un coup de fouet le matin, mais il existe des preuves solides que les consommateurs de caféine bénéficient d'une série d'autres avantages pour la santé, ces avantages étant plus évidents pour le café que pour le thé. Une très grosse méta-analyse de différentes études, intitulée la Coffee Consumption and Health Umbrella Review of Meta-Analysis of Multiple Health Outcomes. Cette méta-analyse a été publiée dans le British Medical Journal et a examiné plus de 220 études, et la conclusion de cette méta-analyse a révélé que la consommation de caféine était associée à un risque significativement plus faible de maladies cardiaques et de cancer. Ça serait peut-être lié au fait que le thé et le café sont riches en antioxydants et autres composés anti-inflammatoires, et la consommation de café est également associée à un risque plus faible de développer des maladies comme Parkinson et Alzheimer. J'espère que tu as aimé cette vidéo, que tu as appris des choses. Dis-moi en commentaire si tu connaissais ces techniques et combien de ces choses tu appliques déjà dans ton quotidien. Dans tous les cas, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce bleu pour signifier au monde entier que tu aimes ma vidéo. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao!